Profitez bien des jingles été européens pendant une semaine. Mon Fifi dansait dessus pendant qu'il les lançait sur sa console. Et pourtant, ce lundi 23 août avait un parfum de rentrée des classes à Europe 1. Tout au long de la journée, vous avez pu découvrir les petits nouveaux, les petites nouvelles qui découvraient cette belle maison. Alors comme mes petits camarades, je me suis levée tôt ce matin. Une fois n'est pas coutume, me direz-vous, un peu fébrile, je vous le cache pas, impatiente à l'idée de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été et de très belles nuits en compagnie de Caroline et Sophie, que j'embrasse toutes deux affectueusement. Merci à elles d'avoir veillé sur vous, de vous avoir accompagné tout au long de cet été avec beaucoup de chaleur et de bienveillance. Les vacances ne sont peut-être plus qu'un lointain souvenir pour vous, mais si vous avez fait des rencontres enrichissantes, réfléchies à des projets qui vous tiennent à cœur et que vous avez vraiment envie de concrétiser là à la rentrée, n'hésitez pas à nous en parler en appelant le 39 21. Et bien sûr, pour le reste, vous savez, cette libre antenne vous permet de me poser toutes les questions qui vous préoccupent, de parler entre vous, d'échanger afin de pouvoir un petit peu partager vos expériences de vie, et ce, du lundi au vendredi de 23h à 1h. Nous serons ensemble pendant toute cette année. Alors ce soir, vous serez accueillis par les fidèles, ils ont été là pendant tout cet été, ils ont travaillé, ils vous ont accueillis, ils ont travaillé dur, ils ont réussi quand même, je crois, à prendre quelques week-ends, ils ont quelques belles couleurs quand même, je les ai retrouvées. Quentin me disait qu'il était parti un week-end, le pauvre Quentin, dans la Manche, mais il a quand même pu prendre à travers les nuages quelques petites couleurs. Ils sont courageux tous les deux. Eh bien, c'est Quentin et Asiba qui vont vous accueillir au 39-21, et c'est Philippe Chartier qui est là. Alors lui, c'est son coiffeur qui est en vacances, donc il va bientôt pouvoir se faire un catogan, Fifi. Plus de chapeau, mais le catogan va être de rigueur. Pour le reste, vous avez les SMS 7 21 21 code de nuit. Vous n'oubliez pas, Sophie a dû vous le rappeler. Vous mettez le mot nuit. D'abord, vous écrivez votre message et vous envoyez le tout 7 21 21. On a également les courriels. Alors là, vous allez sur le site europe1.fr et puis vous envoyez votre message libre antenne, voilà. Oui, moi aussi, il faut que je m'y remette. Merci d'ailleurs pour tous vos messages de bienvenue. Christine des Ardennes qui pense même à ma petite Lily. Christine qui a des chats, il faut dire. First Lisa, elle me dit vous n'avez peine poser vos valises, et déjà je vous envoie un petit message de retour qui me fait bien plaisir. Il y a Manon aussi de la Moselle, il y a Anne de Montpellier, il y a Fleur de Lys, et puis il y a Coco, Sergio qui était là le premier, et d'ailleurs il y a Petite Plume également. Vous êtes là et ça fait plaisir d'entendre Catherine, Poupig, Domi, Jack de Bretagne. Merci à vous pour tous vos messages, et j'attends surtout maintenant vos commentaires par rapport à vos appels que j'espère nombreux au 39 21. Allez, on va commencer en douceur avec un petit peu de musique. C'est parti. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir François. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Et pour commencer, bonne rentrée à vous. Merci beaucoup François. Alors voilà. Justement, vous, les vacances, je crois, sont loin. En tout cas, vous m'appelez parce que vous rencontrez beaucoup de problèmes dans votre travail. D'énormes difficultés, oui, effectivement. Donc pour commencer, j'étais au chômage pendant 9 mois et j'ai repris un travail le 26 mai. Donc je suis dans la restauration. Oui. Et tout au début tout allait bien. On m'a mis à un poste.
Oui. me plaisait vraiment beaucoup, parce qu'en fait, en cuisine, on a plusieurs postes. Oui. Et puis moi, j'étais basé sur un seul poste. Et puis après, j'avais rencontré des soucis avec un collègue de travail qui a commencé le même jour que moi. On a eu des mots, on s'entendait pas. Enfin, il avait un caractère exécrable. Et puis bon, c'était menaces, des mots, voilà, etc. Et Des puis, menaces de quel genre? Verbal, enfin surtout verbal. Hein. Bon, c'était un gars qui vraiment, qui était entre guillemets, Un impulsif. Voilà, impulsif, vraiment atteint, un point que même moi, je me sentais plus en sécurité. Quand même, oui, c'est embêtant à ce point-là. Et les autres s'en rendaient compte autour de vous? Ah oui. Et puis bon, le problème qu'il y a, c'est que bon, je vais pas critiquer mon employeur, mais bon, lui, il voyait, mais bon, sans vraiment savoir ce qui se passait réellement, quoi. Hein. Et puis de fil en aiguille, il a été licencié. Et ce qui fait que moi j'ai repris son poste. Ce monsieur-là qui faisait des menaces. Oui. D'accord. Il a été licencié, puis donc moi j'ai pris son poste. Et puis bon, ça se passait bien, sans souci. Mais j'étais vraiment content d'aller travailler. Oui. Jusqu'à un beau jour, ils ont embauché un autre cuisinier. Oui. Qui lui a pris donc ma place, donc mon poste à moi en fait. Hein. Et puis bon, lui, il commence à vouloir jouer, dans mon jargon, au petit chef. Oui. Et puis bon, de fil en aiguille, c'est tu fais ce que je dis, tu fais pas ce que je fais, tu fermes. Oui. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, hein. oui. Et puis bon, de fil en aiguille, je dis, mais attends, t'es qui toi pour me parler comme ça? Moi j'ai 40 ans, toi t'en as 35, tu commences à peine, t'es qui pour me parler comme ça? Et puis bon, les choses, au fil du temps, s'enveniment. Là, je commence à être vraiment sous pression. C'est-à-dire que des fois, en plein service, lorsqu'on a du monde, je me mets à pleurer. Oui. Et comment réagit-il, lui, dans ces cas-là? Malheureusement, lui, ça lui fait plaisir. Hein. Alors, vous pensez que ça lui fait plaisir, mais quelle est son attitude quand il vous voit pleurer? Rien, t'as qu'à aller voir un psy, t'as qu'à aller ceci, t'as qu'à aller cela. Il est méprisant. Pardon? Il est méprisant, oui, il n'a pas de compassion. Je ne demande pas de compassion, parce que bon, il est clair que j'ai un caractère très fort. Hein. Non, mais il pourrait être touché par le fait de voir que cela vous blesse au point de vous faire pleurer. J'essaie surtout de le cacher, hein, parce que bon, j'essaie de le cacher, quoi. Oui, enfin que cela vous affecte quand même. Même si vous le cachez, il peut quand même se rendre compte que cela vous affecte. Ah oui, complètement. Oui, tout à fait. Oui. Et puis là, au fil du temps, là, ça fait 3 semaines qu'il a commencé. Il a pris mon poste, mon ancien poste. Et moi, je suis retourné à mon premier poste. Vous voyez, le jour où j'ai commencé dans cette entreprise. Hein. Oui. Et puis mon chef qui est parti en congé ce soir me dit écoute François, tu fais ci, tu fais ça, il faut faire les mises en place pour demain, etc. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais faire. Et puis j'avais préparé tous mes légumes pour demain, donc mes fruits pour faire mes tartes, vous voyez, toute ma mise en place que le chef m'avait demandé de faire. Oui. Et puis on a eu des mots, mais bon, pour moi qui n'était pas grave, quoi, vous voyez. Mais bon, lui il a mal pris et puis il m'a dit écoute, maintenant tu fermes ta. Et puis après il m'a pris à part dans la chambre froide et puis il a commencé à me tenir au collet, puis il m'a dit oui, tu mérites une raclée, et ça a commencé mais ça c'est inadmissible, ça. Ça n'arrête pas en ce moment dans cette entreprise, je vous dis, c'est une catastrophe. Parce que ils ont même réussi par pression, ils ont réussi à faire démissionner mon chef de cuisine. Quand vous dites il, c'est-à-dire mon employeur a convoqué donc les seconds, parce qu'il y a 2 seconds. Oui.
Et puis ils ont mis la pression dans le style, bon, celui-là il va être viré, mais faites le maximum pour qu'il démissionne, parce que moi je ne le licencie pas. Oui, ben oui, évidemment. Oui. Et de fil en aiguille, ça se raconte, et puis bon... Mais est-ce qu'il y a des témoins, c'est-à-dire lorsque cet homme vous parle de cette façon-là, vous êtes plusieurs? J'imagine. Non, non, parce que ça n'arrive uniquement quand les seconds ne sont pas là. Donc vous êtes seul? Voilà, je suis seul avec lui. J'ai un message là de Coco qui pose une question, qui dit hiérarchiquement, est-il au-dessus de vous? Mais pas du tout. Et oui, c'est ça. Il veut s'imposer. Vous dites, il joue les petits chefs, mais il n'a pas de position hiérarchique. Il n'a aucune position hiérarchique. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas au fond, à répondre à cet homme? C'est-à-dire, parce que vous donnez l'impression d'être très démunis face à ce type de comportement qui, je suis d'accord avec vous, est inadmissible. Et on a affaire là à quelqu'un de caractériel, qui est bon, sa conduite est inqualifiable, que ça soit au niveau de la violence verbale et de la violence physique. Quand vous parlez de la scène là dans la chambre froide, mais ça semble vous laisser très démunis. Mais pourquoi je suis très démuni? Oui, effectivement, oui, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que bon, j'ai perdu deux emplois. Oui. À cause de ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis j'étais quelqu'un de très caractériel. Et puis moi, c'est bon. Je veux dire, moi, tu me cherches, tu me trouves, je rentre dedans. D'accord. Et j'ai perdu 2 emplois à cause de ça. C'est-à-dire parce que vous vous êtes battu? Oui, parce que bon, aussi bien verbalement que manuellement, mais bon, je m'en prends jamais aux personnes, moi je m'en prends au matériel. D'accord. Je suis prêt à tout lancer, à tout, et je m'en prenais à tout le monde. Je comprends mieux. Donc vous avez peur en fait de vous-même, de votre agressivité? Voilà, c'est ça. Et donc moi je le prends sur moi. Et puis bon, plutôt que d'être agressif ou de répondre vraiment vulgairement, parce que bon, je pourrais avoir des paroles qui vont dépasser ma pensée, je préfère le prendre sur moi, et puis je me mets dans mon coin, et puis je me mets à pleurer, mais comme une madeleine. Oui, mais c'est ça le problème, François. C'est-à-dire que vous avez tellement peur de votre agressivité, et je comprends mieux maintenant si cela était à l'origine de la perte de 2 de vos emplois, puisque vous avez perdu tout contrôle de vous-même en vous en prenant, vous, au matériel, ce qui est quand même nettement moins grave que de s'en prendre à des personnes. Mais évidemment, c'est pas justifiable non plus pour un employeur, mais vous avez tellement peur que vous refoulez totalement cette agressivité, et ça se retourne, attention, parce que l'agressivité, si elle est trop contenue, trop longtemps, ça peut aboutir à de la déprime, voire de la dépression. Voilà, mais tout à fait. Tout en sachant que, bon, j'ai eu, mis à part les gros problèmes que j'avais ultérieurement, vis-à-vis par rapport à mon agressivité, bon, je me mettais à boire. Et oui. Et puis là, maintenant, je me sens vraiment... Je me sens mal, parce que heureusement que, franchement, honnêtement dit, heureusement que je n'ai pas d'alcool à la maison, parce que franchement, demain matin, je vais arriver au travail et j'aurai besoin de quelque chose pour me calmer. Oui, pour vous donner un peu le courage d'y aller, pour être un peu affronter la journée qui démarre. Voilà. Oui. Mais bon, je veux dire, bon, c'est une place qui me plaît. Je veux dire, j'ai tellement galéré. François, il faut que vous arriviez quitte à voir un peu en parler à votre médecin, à reprendre un peu le dessus, parce que vous pouvez remettre cet homme à sa place sans vous mettre en péril. Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Si vous commencez comme ça, François, oui, vous n'allez pas y arriver. Parce que je me connais, c'est vrai que j'ai un caractère exécrable. Regardez François, au fond, vous qui jusque-là, vous décrivez comme un caractériel qui n'arrivait pas à se contrôler, vous vous contrôlez tellement, vous êtes tellement tombé dans l'excès inverse, qu'aujourd'hui, au fond, vous vous rendez malade. Mais oui, tout à fait. Parce que bon, là, je suis parti, samedi matin, je suis parti à la campagne chez mes parents.
Je suis parti, mais vraiment, je n'ai jamais été aussi content de partir. Oui, mais je comprends, c'est normal avec une telle pression. Parce que aussi bien, sans critiquer mes parents, parce que je les adore énormément, hein, mais aussi bien, je suis content d'aller chez eux, mais aussi bien, je suis content de repartir de chez eux, vous voyez. Mais là, hier soir, en rentrant chez moi, j'avais juste envie de faire demi-tour. Eh oui. Vous vivez seul ? Oui. Eh oui, en plus, oui. Donc quand vous pouvez pas, quand vous rentrez, parler, vous confier. J'ai mon chat. Eh oui, mais c'est important. C'est vous pouvez, c'est apaisant, mais c'est quand même pas comme une présence humaine. Oui. Mais je veux dire, le problème qu'il y a, parce que j'avais un colocataire qui vivait avec moi pendant quelques mois, à la maison. Et pareil, quand je rentrais le soir, mais il me disait, mais François, mais tu es exécrable, tu es fou, tu es pas bien, t'es pas bien, quoi. Et c'est vrai, et je ne m'en rends pas compte, mais je me défoule. Pas au point de casser la vaisselle, mais franchement, je rentre le soir, il faut que tout soit nickel, il faut que... Je sais pas comment, j'arrive plus à gérer. J'ai du mal à gérer, en fait. Oui, mais là, attention, parce que c'est un cercle infernal. C'est-à-dire que vous allez avoir tellement la boule au ventre en allant travailler. Vous le dites d'ailleurs, vous n'avez pas d'alcool chez vous. Ce qui est déjà témoigne d'une force de caractère, parce que vous auriez pu à un moment dire, allez, hop, je vais me servir un petit verre avant d'entamer la journée. Je pourrais, mais oui, mais vous pourriez, mais vous ne le faites pas. Donc ça témoigne d'une force de caractère. Je crois, François, que vous avez plus de ressources que vous ne le pensez, parce que vous voyez, malgré tout, vous n'explosez pas. Je crois que vous pouvez le faire. Peut-être que vous avez besoin à ce moment-là d'en parler. Est-ce que vous avez un bon médecin traitant ? Non, malheureusement, j'ai eu quelques soucis avec ce médecin traitant. Bon. Parce que j'étais 9 mois au chômage. Oui. Et puis au mois de février, j'ai pris un colocataire. Oui. Qui lui c'était un bordélique, à n'en plus finir. Oui. Et puis après, je m'étais cassé la clavicule, et puis après c'était les maladies, après c'était... ça a été un peu un enchaînement. Et puis j'ai terminé un mois en psychiatrie, parce que je veux dire, vulgairement parlé, j'ai vraiment pété les plombs, quoi. Hein. Oui. Et puis là j'ai peur. Et quand on vous a pas proposé à ce moment-là peut-être de continuer de voir, de faire un travail sur vous en sortant de cette hospitalisation ? Non, parce que moi je savais très bien ce qui me manquait. Moi, ce qui me manquait, c'est que je me retrouve seul, que je me retrouve dans c'est mon compliqué. environnement. Et un environnement dur, Il y a quelqu'un qui me dit, c'est Pirouette, qui dit, mon fils a longtemps travaillé en restauration, c'est malheureusement très courant. Il faut avoir un très fort caractère. Courage à François. C'est vrai que c'est dur dans les brigades, on me dit, alors ça peut être dur, c'est-à-dire au niveau de l'exigence, mais là, il y a quelque chose qui est quand même pas... c'est pas qualifiable, c'est pas le comportement de votre collègue, mais je pense que il sent aussi en vous cette fragilité. Et il en joue, peut-être, je ne dis pas, après, je ne connais pas la personnalité de cet homme, mais peut-être que si vous arriviez sans perdre tout contrôle de vous-même, mais à lui dire suffisamment fermement que maintenant, finalement, il arrête... de vous tyranniser, mais de façon peut-être, voyez, plus ferme, et il arrêterait son jeu du chat et la souris finalement avec vous. Oui, d'accord, mais je me connais, je veux dire... Oui, vous avez peur de vous, mais à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait en parler. Mais le problème, c'est que vous faire aider un peu. Nous avons un patron, mais on peut pas en parler avec... Non, mais surtout pas en parler à quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. C'est-à-dire, je pensais, si vous avez un médecin traitant, trouver une écoute comme vous le faites avec moi ce soir, mais prolonger cela avec... vous pouvez trouver un bon médecin généraliste à l'écoute, qui peut-être plutôt que de prendre de l'alcool, où là, ça peut être un sac vicieux, tomber dedans, vous donner un peu quelque chose pour vous apaiser pendant un temps, ou voir pendant quelques séances un psychothérapeute pour vous aider, que vous réalisiez que finalement cette agressivité, elle peut être utile,
plutôt que de la retourner contre vous, mais que vous pouvez très bien mettre un terme à cette tyrannie de cet homme sans vous laisser détruire. Mais bon, moi, comme dit, moi je me connais, je suis comme une cocotte minute. Je veux dire, pour le moment, je dis rien. Mais c'est le risque que vous prenez, François. Plus vous allez prendre sur vous de deux choses l'une. Soit vous allez, comme vous le faites, voyez, vous commencez à avoir des crises de larmes, à pas bien dormir. Donc vous risquez peut-être de tomber dans un état un peu dépressif. Ou à un moment, effectivement, c'est la cocotte minute qui explose. Donc il vaudrait mieux, vous connaissant, puisque vous le dites, vous connaissez, eh bien prendre les devants et aller en parler à un professionnel. Plutôt que de vous mettre en péril et que cette situation se retourne encore une fois contre vous. Mais pardon, excusez-moi. C'est ce que m'avait dit la médecine du travail quand j'y étais au mois de juillet, lors de la fin de mon essai. Le médecin m'avait dit oh mon Dieu, vous travaillez là-dedans. Là-dedans, c'est-à-dire dans cette entreprise. Ah, ouais. Et puis elle me dit, mais vous avez pas entendu, il y a ci, il y a ça. Oui, elle est connue. Mais moi j'étais gêné, mais franchement j'étais gêné. Et je le savais. Je le savais parce que j'ai connu un ancien collègue avec qui j'ai travaillé l'année dernière qui me disait, oui François, fais attention. Mais bon, ça c'est des trucs, je m'arrête pas là-dessus, vous voyez. Et alors, est-ce que vous ne pourriez pas, en gardant évidemment ce poste, il ne s'agit pas de partir en n'ayant rien derrière, mais est-ce que vous ne pourriez pas commencer à chercher ailleurs ? Mais c'est ce que je vais commencer à faire. Oui. Mais bon, le problème, ce qui me fait peur, c'est que démissionner, ça, il n'en est pas question. Ah non, bien sûr que non. Ou alors essayer de négocier mon licenciement. Bon, éventuellement. Oui, mais bon, je veux dire, ils vont vous ennuyer là, je pense. Ben oui, parce qu'ils vont trouver chaque prétexte. Oui, non, je pense qu'il vaudrait mieux. Ça c'est à voir, mais il vaudrait mieux, je pense, que vous commenciez, puisque voyez, vous avez été 9 mois au chômage, mais vous avez retrouvé un emploi. On est toujours plus fort quand on a une activité professionnelle de postuler ailleurs. Oui, tout à fait. C'est plus facile même pour se présenter dans des entretiens, lors des entretiens de recrutement. Oui, mais tout à fait. Mais bon, sans jamais un petit conseil au passage, critiquer l'entreprise pour laquelle on travaille. C'est jamais bon, c'est jamais bien vu. Oui, ça tout à fait. Mais bon, je veux dire, dans tous les emplois que j'ai occupés jusqu'à maintenant, les 2 derniers que j'ai perdus, j'étais quand même perçu comme le vilain petit canard. Est-ce que vous pensez, justement, Coco dit que l'entreprise actuelle ait eu vent de ce qui s'est passé dans vos postes précédents ? Écoutez, ça c'est une très bonne question. Ah c'est Coco qui la pose. J'ai toujours entendu dire que les employeurs normalement n'auraient pas le droit de contacter d'autres employeurs oui, mais enfin parfois, vous savez, puis le monde, c'est pas, ça peut être un petit monde, comme ça peut se savoir. Voilà. Oui. Voilà. Et puis après, c'est le style, oui et non, quoi. Mais je veux dire, le prouver, ça on pourra jamais, quoi. Oui. Enfin, écoutez, de toute façon, il y a Virginie qui dit « J'ai connu la même situation que vous, François. J'ai pété un câble. Maintenant, j'ai d'ailleurs quitté la restauration. Courage à vous. » Et puis, il y a un message là d'encouragement qui dit « François, votre job est très dur. Affirmez-vous devant ce petit chef. Restez droit dans vos bottes. Mais ne perdez pas votre self-control. Courage, ne fuyez pas. » Je crois que ça serait important, puisque vous dites vous connaissez, donc vous avez peur de vous-même, ce qui est finalement, vous avez conscience que vous pouvez exploser, justement pour ne pas exploser. Et finalement, ça serait quand même dommage de lui donner raison à ce petit chef-là. Mais tout à fait. Parce que finalement, si vous explosez, vous imaginez, vous allez lui donner raison. Donc prenez les devants. Trouvez peut-être un bon médecin généraliste, trouvez quelqu'un à qui vous allez en parler, des personnes extérieures. Ne restez pas dans la solitude, parce que vous le dites vous-même, quand vous rentrez chez vous, vous ne pouvez même pas évacuer ça, la tension. Oui. Oui. Et puis peut-être que, d'après ce que vous me dites, ça serait important aussi de voir, même si le milieu dans lequel vous travaillez, ça vous aidera aussi pour la suite. Qu'est-ce qui fait que, cette agressivité, tout ça, ça vous fait peur. Même si, encore une fois, travailler en cuisine, les brigades, c'est quelque chose de très dur. Donc, Ah oui, oui. Mais ça peut vous aider aussi pour votre vie personnelle. Ce qu'il y a aussi, c'est que
Il y a le second de cuisine qui est revenu de longue maladie il y a de cela maintenant 15 jours. Oui. Et puis, depuis, on n'entend que mais que des critiques. Du matin au soir, je n'entends que ça. Alors l'un critique l'autre, et puis l'autre. Et puis, vous voyez, je veux dire, moi, autant, je pourrais également critiquer. Mais bon, comme ma mère, elle dit toujours, ma mère avec qui je suis très très proche, elle me dit toujours, François, apprends à fermer ta... Et puis, mais à force d'entendre tellement de choses comme ça, des critiques des uns, des autres... Oui, c'est fatigant. Ça me met la pression, Après, j'angoisse, et puis je me dis, ça y est, ils ont parlé de moi, parce que comme ils parlent sur les autres, ils parlent aussi bien de moi. Oui, mais alors là, finalement, ils se critiquent, c'est un panier de crabes là-dedans. Bon, vous le savez. Oui. Donc, il vaut mieux, vous faites votre travail et point barre. En revanche, bon, ils peuvent pas s'empêcher de se critiquer, écoutez, ça, c'est leur problème. En revanche, il faut qu'on vous laisse tranquille. Donc, il faut que cet homme arrête. Oui, mais François, il faut que vous arriviez à vous affirmer pour qu'on vous respecte. Oui, d'accord, mais bon, j'ai ma façon, comme je vous ai dit. Oui, vous me dites d'accord, mais en même temps, vous dites d'accord, mais... Voilà, c'est ça. Vous voyez, alors vous me dites je me connais, mais en même temps, non. Il y a une partie de vous qui reste obscure, François. Il faut aller au fond des choses. Vous me dites je me connais, mais au fond, il y a une partie de vous qui reste obscure, comme en nous tous. On a tous comme ça une part de nous obscure, indomptable, dont on a peur. Parce que c'est ça, c'est cette partie qui vous fait peur, que vous tentez de réfréner, de réprimer, et puis vous craignez que ça explose. Alors, autant aller en parler, peut-être quitte à faire un travail sur vous, pour être un petit peu plus en paix avec vous-même, et finalement apprendre aussi à vous faire respecter. Parce que des gens comme ça qui vont vous pourrir la vie, comme on dit familièrement, ou qui vont vouloir jouer les petits chefs, malheureusement, vous allez en rencontrer. Vous en avez déjà rencontré, vous en rencontrerez d'autres. Et si ça doit vous faire péter les plombs, pour reprendre votre expression, et que ça soit vous qui en fassiez les frais, c'est quand même un peu dommage. Donc autant, vous les changerez pas, vous pouvez travailler là-dessus. Ouais. Moi, je pense. C'est le conseil que je vous donnerai. Je sais aussi que je suis quelqu'un de très très angoissé. Oui, mais ça s'entend. Et du coup, je pense que, je sais pas si cet homme a un fond de perversion ou quoi. Peut-être que lui-même, il doit pas être très bien, il est caractériel. Peu importe. L'important, c'est que vous sortiez un peu de ce bourbier. Donc, vous me dites que vous êtes angoissé. Il y a toute cette agressivité que vous n'arrivez pas à contrôler. Autant de raisons, finalement, peut-être de faire un peu un travail sur vous, François. Je pense que vous avez tout à y gagner. Ouais. Mais juste une petite question. Vous pensez que je devrais en parler donc à mon patron, en essayant d'organiser une réunion afin que afin de crever l'abcès, comme on dit? Écoutez, je pense que vous pouvez dire à votre patron, en tout cas, que il y a des comportements de la part de votre collègue que vous n'acceptez pas. Et que travailler dans des conditions pareilles devient quand même très difficile. Que vous êtes en droit d'exiger quand même un minimum de respect des uns et des autres pour faire le travail dans de bonnes conditions. Ça, vous pouvez faire remarquer. Voilà. Maintenant, après, ça sera au patron, c'est lui qui va décider s'il organise une réunion, parce qu'il va peut-être vous dire que comptez vous faire. Bon, alors si vous envisagez de faire une réunion, pourquoi pas? De deux choses l'une, soit cet homme est effectivement quelqu'un qui est assez caractériel, impulsif, et qu'il a du mal à se maîtriser, quelqu'un d'anxieux, finalement aussi, et qui a besoin, comme ça, il faut que les choses sortent, et il peut prendre conscience que tout ça n'est pas bon pour lui, et ça peut apaiser les choses si votre patron s'en mêle. Si c'est quelqu'un qui a une personnalité plus perverse, c'est pas forcément une très bonne chose, parce que c'est aussi un aveu de faiblesse de dire que au fond vous êtes obligé d'en référer au patron qui intervient, et il risque d'être encore plus sadique vis-à-vis de vous.
De poids, de mesure. Mais on référait au patron en disant, écoutez, j'en ai un peu assez de la conduite. Vous voyez, sans trop en dire. Vous voyez comment votre patron réagit, sans trop en dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi, vous pouvez dire, ça a des conséquences sur la gestion, enfin sur l'organisation. Si ça se passe mal en cuisine, ça se répercute aussi dans le service. Enfin, faites valoir le patron, lui, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est que tout ça a des répercussions sur son restaurant, sur la bonne gestion de son restaurant. Ce sont des arguments auxquels il sera sensible. Plus que si vous y allez en geignant comme un petit enfant qui dirait, patron, je suis malheureux, on me parle mal. Voilà. Mais quand je vous dis en parler pour conclure, François, en parler, c'est plus vous en parler aussi sur un plan personnel à un médecin traitant ou un psychothérapeute. Faire un travail personnel. Bon courage. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors, des petits messages. Tiens pour toi, Fifi, justement. Sergio qui propose de s'occuper de ta divine crinière et de rendre à ton crâne un aspect boule de billard. Gracieusement, bien à toi, Sergio. Oui, il en veut pas. Non, il veut garder sa longue chevelure. Coco aussi dit, je propose mes services à Fifi. J'ai un bon coup de ciseau. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute en début d'émission, j'ai retrouvé un Fifi chevelu, là, ça lui pousse dans le cou, là, ça rebique derrière. Il me dit que son coiffeur est en vacances. Oh, il me dit ça, mais enfin, je pense que c'est une petite fantaisie, là. Oui, encore une. Je sens que Georges va envoyer quelques messages. Il y a Johnny Boy, justement, qui m'envoie un petit courriel pour dire, est-ce que Sa Majesté Georges a eu droit à de royaux congés? J'ai fait un peu les couvertures des magazines People. Très discret, hein, notre roi. Et non, on ne le voit pas à Saint-Trope ou Byblos et tout ça. Non, très discret. Moi, c'est ce que j'aime, hein, chez Georges, c'est que il est pas dans le bling bling. Voilà, oui, il a dû être en vacances, certainement. Il est de retour, en tout cas. Il salue tous ces sujets. Il est là ce soir parmi nous. Et nous sommes honorés de sa royale présence. Mais il y a également... j'ai également alors Anne-Marie qui demande le numéro des SMS. Anne-Marie, c'est le 7 21 21. Vous écrivez d'abord le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Quelqu'un qui demande le nom du groupe espagnol passé à minuit 30 le vendredi. Ouh là là, Abdallah qui me demande ça. Je sais pas, Abdallah. Faut appeler là le 39 21. Fifi va chercher ça dans sa console. Hein. Donc nous allons accueillir tout de suite Lancelot. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Lancelot. Je vous remercie de prendre mon appel. Mais c'est un plaisir. J'ai vraiment besoin de parler de mon problème personnel qui a été un peu, en écoutant d'autres émissions précédentes où des personnes parlaient de problèmes au niveau de leur environnement. Là, j'ai exactement les mêmes problèmes, à savoir que j'ai de la difficulté à avoir un intérieur en ordre. Oui. Et j'accumule mes poubelles. Enfin, je vis au milieu de tout ça, quoi. Et vous n'arrivez pas à jeter. Je n'arrive pas à jeter. Oui. Et d'autre part, j'achète. J'ai des achats compulsifs qui font que j'en rajoute toujours, quoi. Et les deux phénomènes font que je suis complètement envahi, quoi. Oui. Et pour vous donner un peu mon parcours, j'étais cadre commercial
J'ai démissionné de mon travail que j'adorais, Oui. parce qu'en même temps j'ai divorcé, Oui. et j'ai eu de la difficulté à retrouver une activité professionnelle. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais démissionné de ce travail qui était vraiment l'essence même de ce que je désirais faire. Et j'ai réussi à reprendre une activité professionnelle. J'ai acquis un titre d'ingénieur dans l'ingénierie de l'information. Oui. Et actuellement, je conduis des camions. Voilà, j'ai 57 ans. Et Oui, donc ça n'a vraiment rien à voir avec votre niveau de votre formation, votre niveau de compétence. Et vous, voilà. vous ne comprenez pas encore aujourd'hui qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner. Je comprends pas, quoi. J'ai essayé de travailler, de voir différents Oui. psychologues. Oui. Et puis là, dernièrement, j'ai essayé l'hypnose. J'ai pas fait beaucoup de séances, donc je peux pas encore. Mais bon, j'essaye Oui, de vous en sortir, de trouver une solution. Est-ce que lorsque vous étiez en couple, vous accumuliez comme ça beaucoup de choses? Disons que j'ai toujours j'ai toujours cherché à comment dirais-je à compenser. J'ai dû souvent compenser en achetant des choses, oui, ça c'est sûr. Oui. Et qu'est-ce que vous cherchiez à compenser? Je sais pas. J'avais besoin de. Enfin bon, mon activité professionnelle a commencé par une contrainte, à savoir que je voulais être au milieu des animaux et on m'a contraint à vivre dans un milieu autre. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de reprendre mes études et de passer à un BTS production animale que j'ai réussi. Et dans cette période où j'étais contraint, j'étais complètement bloqué, isolé du monde, quoi. Qui vous a contraint? Mon père. Oui. Mon père, enfin mes parents, qui Oui. avaient un projet et on m'a demandé de m'occuper du bien commun qui était une propriété agricole. Et qu'est-ce que vous aviez envie de faire, vous, avec les animaux? Mon rêve, c'était d'être vétérinaire et Oui. j'ai eu la chance ensuite de rentrer dans le plus grand laboratoire français et de travailler avec monsieur Charles Bernieux. Voilà. Oui. Donc j'étais vraiment à un an. Je travaillais avec les vétérinaires et j'étais extrêmement heureux dans mon métier. Hein. Oui, donc finalement, vous avez trouvé une autre voie, mais vous êtes parvenu à vos fins d'une certaine façon. Je suis parvenu à mes fins. Par contre, à ce moment-là, j'avais une situation qui enfin me permettait de créer un foyer. Et j'ai voulu créer un foyer, sauf que j'ai pas choisi la bonne personne. Et au bout de 3 ans, donc on a divorcé. Et en même temps, on m'a, comment dirais-je, on a voulu me changer de poste parce que j'avais d'excellents résultats. Et je l'ai pris comme une contrainte dans ma période difficile personnelle. Et j'ai démissionné de mon travail. Oui, une nouvelle contrainte. Une nouvelle contrainte. Finalement. C'est-à-dire... Et là, cette fois-ci, ça fait 2 fois que vous utilisez ce mot. Ah, pardon. Ah non, vous n'avez pas à vous en excuser, je le relève simplement. D'accord. Vous me parlez de la contrainte, vous vouliez être auprès des animaux. Votre père, vos parents,
au fond, vous en ont empêché parce qu'ils souhaitaient, ils avaient d'autres projets pour vous. Oui. Au moment où vous vous séparez de votre épouse, on vous fait une proposition dans votre travail. Pour vous, ça représentait une contrainte. C'est le mot que vous utilisez. C'est-à-dire que... Et finalement, vous démissionnez là. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas vous la contraindre. C'est intéressant. C'est-à-dire que on m'a proposé plusieurs choses et moi, on m'avait donc offert une promotion interne à un endroit précis. Et après, on me demandait de repartir ailleurs, sachant que un an avant, j'avais eu un accident de voiture et j'avais failli mourir, quoi. Et donc, j'ai dit, moi, il n'est pas question que j'aille travailler à l'autre bout de la France, tout en habitant à un autre endroit, quoi. Mais il n'était pas question que l'on vous impose quelque chose cette fois-ci. Oui. Cette démission, elle avait un sens pour vous? Oui. Mais enfin, ça a été l'erreur de ma vie, quoi. Peut-être pas. De ma vie professionnelle, on va dire. Peut-être pas, mais bon. Peut-être pas, Lancelot, mais vous le vivez aujourd'hui comme ça. Mais j'entends, est-ce que ce besoin que vous avez ressenti très tôt de travailler auprès des animaux, vous me dites après de vouloir créer un couple, une famille, est-ce que ça correspond, le fait de travailler notamment auprès des animaux, est-ce que vous cherchiez auprès d'eux une tendresse, qui vous avait manqué, qui vous avait fait défaut? A priori, je pense que il m'a manqué une relation avec mon père, qui avait une activité professionnelle qui faisait qu'il était pas souvent disponible. Et ma mère, comme il était souvent absent, avait reporté son besoin affectif sur ses enfants, quoi. Et entre autres sur moi, comme j'étais le dernier, le petit dernier, donc j'ai été, je pense, comment dirais-je, bouffé par ma mère, quoi, au niveau affectif, quoi. Oui. Voilà. Avec un manque au niveau de votre père. C'est-à-dire que mon père était pas trop disponible et puis bon, il avait ses problèmes, quoi. Et puis mais c'est vrai que par rapport aux animaux, ma quête était affective et puis peut-être aussi une quête comment je pourrais dire, de sentiments vrais, quoi. Il n'y avait pas de faux semblants, quoi. Vous en avez aujourd'hui auprès de vous? Non, j'ai eu un chien une période de ma vie. Et là, non. Par contre, je vis dans un endroit où il y a un lieu d'élevage, quoi. Puisque j'ai acheté une maison quand j'étais en activité, dans mon activité vétérinaire, et que j'ai toujours. Et mon grand drame, c'est que je n'ai pas su mettre la vie dans cette maison, que ce soit ma vie ou la vie d'un couple, quoi. Oui. C'est encore possible, hein? Mais c'est bien pour ça que je vous appelle, c'est que... vous remplissez finalement cette maison qui aurait dû être une maison familiale, mettre de la vie au fond, ces objets, même s'ils sont inanimés, pour vous, vous avez du mal à vous en détacher. Il y a quelque chose, viennent combler quelque chose. C'est vrai, oui, c'est vrai. Viennent remplir ce vide, hein, le vide de cette maison qui aurait dû être habitée, animée. Voilà. Donc il n'y a pas de présence humaine, mais c'est comblé par tous ces objets. Parce que j'ai reçu un message, Max du 62 dit au lieu de jeter, essayez de revendre. Mais c'est plus complexe, c'est-à-dire que dans ces cas-là, quand on a du mal à jeter, c'est-à-dire qu'il y a un véritable transfert sur ces objets. Même vous parlez de poubelles que vous n'arrivez pas à jeter. Alors il y a quelque chose qui vous lie, il y a une peur, il y a
une difficulté, une impossibilité à se séparer parce que inconsciemment, toute séparation est vécue comme un drame. Enfin, donc il faut combler, remplir ce vide, comme dans les achats compulsifs, où il y a un vrai problème de dépendance. Oui, complètement. Certains, c'est à l'alcool, d'autres à certaines drogues, d'autres au sexe, d'autres... Bon, il y a aussi les achats compulsifs qui viennent procurer un plaisir comme ça rapide sur le moment, et puis souvent après un côté assez déprimant, parce que souvent ces achats sont mis dans un coin et on ne les utilise pas. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais... C'est exactement ça. Oui. Oui, ça vient combler quelque chose sur un moment. Est-ce que vous avez essayé la thérapie aussi, peut-être ponctuellement par rapport à ces troubles comportementaux et cognitifs? Je dis pas, après il y a des problèmes plus complexes de fond liés à votre histoire, hein. Oui. Mais sur ce type de troubles, ça peut déjà avoir un effet, c'est-à-dire vous permettre un peu parce que là vous êtes encombré, mais vous êtes encombré de beaucoup de choses, c'est-à-dire encombré aussi d'un sentiment d'échec, hein. Vous parlez de drame, d'échec, ça a été bon, donc c'est difficile aussi de faire place neuve. Là, oui. dans votre maison, dans votre vie, quand on vit comme ça, en ayant le sentiment encombré de son passé finalement. Oui. Donc peut-être que déjà, en traitant ce symptôme, je dis pas on s'attaque pas aux causes, mais en traitant le symptôme, ça vous permettrait de faire un pas, en avant un grand pas. Après, il est possible de faire plus un travail de fond par rapport à votre histoire. Mais sur ce genre de trouble, la thérapie comportementale a des effets assez intéressants. Le tout, c'est d'avoir des gens compétents oui. Où je suis. Quoi, oui. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'association AFTOC ? Non. Vous pourriez peut-être les contacter, ils pourraient voir si dans votre région il y a des thérapeutes. AFTOC, vous avez de quoi écrire ? Oui. Vous avez un site internet ? Enfin, un site, n'importe quoi. Vous avez internet, plus exactement. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il faut faire HTTP. Oui. C'est comment ça ? 2 points. Oui. 2 barres. C'est slash, pardon, double slash. Oh là là. Oui, moi j'ai pas internet. Double slash. C'est pas grave. AFTOC, AFTOC. Point. Perso, PERSO, comme personnel, point .fr. Donc, HTTP, 2 points, double slash. aftoc.perso.fr. C'est l'association française de personnes qui souffrent de troubles obsessionnels et compulsifs. D'accord. Et j'avais entendu une personne qui avait parlé aussi d'un séminaire de la force de l'acceptation. Et je sais pas, peut-être que j'ai quelque chose à accepter en fin de compte au niveau de ce qui me perturbe depuis si longtemps. Vous savez, c'est vague, hein, la force de l'acceptation. Est-ce que ça nous concerne pas tous ? N'a-t-on pas tous des choses à accepter, à s'accepter soi déjà ? Est-ce que ça pourrait pas m'aider dans... Écoutez, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Je crois qu'après, pourquoi pas ? Rien ne vous empêche d'aller voir. Vérifiez quand même par qui est fait tous ces types de séminaires. Je dis ça par prudence. Il peut être très très bien ce séminaire. Mais paraît-il que c'était Lise Bourbeau vous savez, la Canadienne. Je connais pas. Mais non, je dis ça de façon générale parce qu'on est à la radio. Je sais qu'il y a des choses plus ou moins farfelues qui se font et parfois dans les séminaires, vous voyez, des mouvements, je sais pas, je sais que je suis un peu obsédée par ça, mais il y a tellement de mouvements sectaires qui se glissent partout. Mais il y a plein de séminaires qui sont passionnants. Si ça vous parle, pourquoi pas, Lancelot ? Pourquoi pas ?
Vous pouvez aller voir, bien sûr. Maintenant, je vous dis, vous pouvez les contacter et voir s'il y a des thérapeutes dans votre région. Mais il y a Prune qui vous dit le désordre déprime. Allez parler de vos problèmes à un psy, ça vous aidera. Elle a raison. Je vous embrasse, Lancelot. Merci beaucoup. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21. Toutes vos réactions au 7 21 21 code de nuit et par courriel sur le site europe1.fr et vous allez sur Libre Antenne. Des réactions qui arrivent pour Lancelot. Ah d'ailleurs, à propos du site que j'ai donné sur l'AFTOC, Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs, il y a en fait un petit changement, c'est http://aftoc, AFTOC tout attaché, .perso, .9, le chiffre 9, .fr. Voilà, donc j'espère que vous avez bien noté. Des messages qui arrivent justement pour Lancelot, Marie-Claude qui dit bon courage dans votre quête du Graal. Céline qui dit moi c'est le contraire, je jette tout. Alors à deux, on ferait la paire. Bon courage à vous deux. Et puis Joachim qui a 25 ans et qui dit je me reconnais dans le témoignage de Lancelot. C'est pareil, j'ai du mal à jeter mes affaires. C'est fou ce que l'on peut accumuler chez soi. Des messages également qui arrivaient en réaction au témoignage de François en tout début d'émission, qui a rencontré beaucoup de difficultés dans son travail. François est cuisinier et il a au-dessus de lui, enfin non pas au-dessus de lui d'ailleurs, vous voyez le lapsus que je fais, il a un collègue qui se comporte comme un petit chef et Cooper dit la restauration est un métier difficile, il forge la personnalité comme à l'armée, mais ne vous laissez pas faire et surtout ne pétez pas les plombs, mon brave, ne dites rien mais imposez-vous, ignorez ce fameux petit chef, vous pouvez en parler à votre chef tout en montrant que vous connaissez vos droits. Le mieux est d'ignorer cet homme. Alors on a également des Christophe qui a envoyé un petit SMS en disant cet homme a avant tout besoin de connaître vos limites, secouez-le un peu et il arrêtera. Virginie, elle dit il faudrait en parler au second ou au chef. Et puis on avait Lydie France qui alors j'avais ça sur mon petit écran chaman et là Lydie France qui disait François devrait contacter la chambre professionnelle des cuisiniers, ils vont lui indiquer la marche à suivre et voir s'il peut trouver un autre travail. On accueillera d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission François qui est Michel qui est patron de restaurant et ça sera intéressant d'avoir le point de vue de Michel. Également des messages qui arrivent par SMS, c'est un petit tour des régions. Il y a Philippe la chouette angevine qui nous fait un petit clin d'œil. Il y a également Gigi de Lorraine. Il y a Marie qui est sur la route en Corrèze et elle dit merci de nous tenir compagnie. Il y a également mais j'ai pas tout sélectionné. Il faut que je me remette un peu dans mes touches. Il y a Jean-Marc du 94 qui envoie un petit message. Allez, on va accueillir tout de suite Annie qui est avec nous. Bonsoir Annie. Bonsoir. 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 Ouf, voilà, je vous ai appelé pour vous demander un petit peu sur ma vie correspondant avec le monsieur que j'ai rencontré il y a 10 mois. Oui. Donc, c'est un célibataire et il n'a jamais été marié, il n'y a pas d'enfant. Et puis je voudrais savoir un peu où c'est que je mets les pieds parce que moi j'ai souffert d'un dur divorce. J'avais eu 37 ans de mariage, on a vécu ensemble 35 ans. Donc je ne veux pas recommencer ce que j'ai vécu. Alors vous avez un peu peur de vous engager à nouveau dans une relation, vous avez peur de souffrir? Oui, parce que je suis très fragile, je suis
toujours soignée. Hein. J'ai pu reprendre une activité quand même un gros mi-temps. Oui. Bon, c'est vrai que on est chacun de son côté. Il est indépendant, moi je suis indépendant, mais on se voit régulièrement, on s'appelle 2-3 fois par jour. Mais ce qui me fait peur un peu, c'est que il me dit comme ça qu'on a tout le temps devant nous. Mais comme j'ai quand même une grosse différence d'âge, c'est ça qui me fait peur. Mais il est très sincère envers moi, hein. Je ne peux pas dire que... Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Cette différence d'âge? Au départ, oui. Moi, au départ, je voulais tout arrêter avec cette différence d'âge. C'est-à-dire Et il est plus jeune que vous? 20 ans, un peu plus de 20 ans. Il Ouais. a quel âge, lui? Lui, il en a exactement 35. Oui. Et moi, je m'en vais sur 60. Oui. Écoutez, il est au courant et apparemment, cette différence d'âge ne lui pose pas de problème. Non. Moi, au départ, je lui ai dit, tu sais l'âge que j'ai, donc il Oui. m'a dit, chez nous, ça ne compte pas, quand on aime, on aime, c'est tout. Oui. Mais moi, je lui ai dit aussi que j'aurais jamais pu lui donner d'enfant parce que, vu mon âge. Donc, Ça, il doit le savoir. Oui, il a pu rencontrer mon fils. Hein, Oui. Ils se sont téléphonés longtemps au téléphone. On a pu le rencontrer il y a 2 mois. Ils sont très bien, ça a très bien passé entre eux. Il a très bien accepté parce que déjà mon fils, il disait que moi j'avais le droit de refaire ma vie étant donné que du côté de son père, il l'avait refait depuis longtemps. Donc il voulait pas me voir finir ma vie tout seul. Mais moi j'avais un peu peur de franchir le pas, si vous préférez. Alors... Mais cet lui, homme, ça va. vous pensez à enfant, mais cet homme, même s'il est jeune, n'a pas forcément, pour le moment en tout cas, ou peut-être même de désir d'enfant. c'est-à-dire, il aime bien les enfants, hein. Oui, mais peux il pas peut. dire. C'est pas parce qu'on n'a pas de désir d'enfant, alors plus exactement de paternité, qu'on n'aime pas les enfants. Lui, la priorité, c'est la relation qu'il a avec vous, semble-t-il. Oui. Vous avez mis le haut-parleur là parce qu'il y a un écho terrible. Oui, attendez, je vais le tirer. Ah, il faudrait, oui, carrément le couper, Annie, parce que ça fait du larcène en radio. Donc, oui, Merci. mais enfin, moi, au départ, il m'a dit, je suis dans tous mes copains, ils ont tous un enfant, il n'y a que moi qui en a pas. Oui, bah oui. Alors, il m'a dit, mais c'est pas important. Il m'a dit, mais c'est vrai qu'il aurait aimé avoir de la famille. Il m'a dit, mais il y a autre chose qui peut passer. Oui. Hein. C'est vrai. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'est-à-dire quand je me suis retrouvée seule, Oui. j'avais connu quelqu'un avant, hein, dans le même genre, mais c'était quelqu'un vraiment qui est si chez moi, donc moi j'ai eu du mal de m'en séparer, hein, parce que j'étais vraiment attachée. Oui. Et puis ce monsieur-là, si vous préférez, il avait des amis. Et un jour, comme ça, moi je suis partie danser. Et tout d'un seul coup, j'ai vu l'ami de mon ex-copain arrivé, puis il est venu me dire bonjour, et puis il m'a dit je t'amène quelqu'un. Donc moi je le regarde, et puis je lui dis ah bon? Je dis moi je t'ai rien demandé. Alors il me dit non, il dit mais franchement, il dit tu mérites mieux que ce que tu as, donc à toi de voir, d'ouvrir les yeux et puis bien réfléchir. Donc on a passé la soirée ensemble, on a parlé, on a pu danser ensemble, Oui. et puis il m'a demandé si le lendemain je pouvais le voir. Donc, je lui ai dit peut-être que oui, peut-être que non. J'ai dit parce que j'avais pas corrompu carrément l'autre côté. Bon, c'est vrai qu'on faisait un break, mais j'avais toujours l'autre dans mon cœur. Donc, on s'est vu quand même le lendemain, on a parlé, et puis on est allé danser, hein, parce que moi je l'avais rencontré dans un dancing. Donc, on est reparti à nouveau dans un autre dancing, et il m'a demandé si le lendemain je voulais bien venir le rencontrer l'après-midi et puis parler avec. Alors je suis venue et puis moi je lui avais vidé mon sac, mais il était déjà au courant parce que mon ami là lui avait expliqué ce que je vivais depuis 6 mois. Alors il m'a dit tu mérites beaucoup mieux que ça. Il m'a dit si tu es intéressé, il m'a dit moi je suis prête à devenir ton petit ami.
Alors j'ai dit ouais, mais je dis pas comme ça d'un seul coup. J'ai parce que j'ai quand même mon cœur de prix avec quelqu'un d'autre. Alors il me dit oui, je sais. Il dit mais je sais aussi ce que tu vis. Alors du coup, je lui ai dit oui, c'est vrai, mais j'ai dit on part pas comme ça, on saute pas du coq à l'âne. Alors il m'a dit non, il m'a dit on va prendre le temps de se connaître. Et puis petit à petit, il m'a dit tu verras ce que tu vas faire. Donc le lendemain, je suis partie, on a discuté tout ça. Et puis il m'a dit on va s'échanger le numéro de téléphone. Donc il a été vraiment, dites-moi, il a vraiment été très persévérant et à l'initiative de cette relation. Vous lui avez demandé, enfin, qu'est-ce qu'il appréciait tant chez vous? Il appréciait ma gentillesse, toujours prêt à rendre service à tout le monde. Et puis il voyait que j'avais pas été heureuse. Rendre service, c'est-à-dire? Rendre service, mettons, si lui, il n'y a pas de famille par ici, donc être proche. Sa famille est où, à lui, à ce garçon? Sa famille, elle reste à l'étranger. Oui. Donc, du côté du Maroc. Donc, si vous préférez, il disait que, lui, en Europe, il n'y avait personne. Oui. Alors, du coup, il m'a dit qu'il avait attendu parler de moi en bien, et puis que, il voyait que j'étais quelqu'un de sociable, à l'écoute de tout le monde, et puis que c'est vrai que... Il vit depuis combien de temps, lui, en France? 10 ans, à peu près. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'il est venu ici, alors il a fait ses études par ici. D'accord. Et donc, si vous préférez, suite à ses études, il a fait un métier de maintenance. Oui. Alors... qu'est-ce qu'il a fait comme études? Ça, je saurais plus vous dire. Mais maintenant, il travaille dans la maintenance. Dans la maintenance, oui. Je sais qu'il voulait faire au niveau assez haut placé, si vous préférez, mais il a échoué. Donc, il est parti dans la maintenance. D'accord. Alors, il m'a demandé, il savait mon métier que je faisais, tout ça. Oui. Et puis, il me paraissait vraiment... Il disait que j'avais toute la bonté sur moi-même, si vous préférez, que je méritais. Oui. Il a été touché par votre gentillesse. Il a été touché par votre gentillesse. Oui. Et puis, je suis quelqu'un de tout simple. De toute façon, on peut me faire remarquer, très simple. Et puis, c'est vrai que je suis souvent pensif, comme lui. Donc, c'est comme je disais à votre collègue, on peut être quelquefois une heure sans pouvoir se décrocher une parole parce qu'il est très timide. Et puis, moi, c'est pareil. Ah bon? Donc, mais quand même, ça fait 10 mois que vous vous connaissez. Oui, mais... il est toujours timide comme ça. Oui, puis moi, il m'a fait connaître sa famille. J'ai pu rencontrer sa famille 3 semaines après parce qu'on est allé à un baptême et puis à un anniversaire. Mais vous êtes allé au Maroc alors? Non, ça s'est passé sur la Belgique parce qu'il y a de la famille sur la Belgique. D'accord. Et donc, il me l'a proposé, mais enfin, je suis un petit peu hésitante. Alors, si vous préférez... Il m'a fait connaître tout le monde, donc j'ai des contacts avec la famille. Oui. Et puis, vous avez été bien accueillis par la famille? Très bien. D'accord. Eux ne sont pas gênés par votre différence d'âge? Du tout. Et puis même la couleur, parce qu'il est fort basané. Même la couleur de peau, ça les dérange pas du tout. Et la différence d'âge, pas du tout non plus. Bon, qu'est-ce qui finalement alors vous fait peur dans cette histoire? Ce qui me fait peur, c'est que qu'il est plus jeune que moi, donc qu'il parte pour une femme de sa génération. Comment? Qu'il parte pour une femme de sa génération. C'est ce que je lui dis toujours. Moi, je lui dis tout le temps, fais attention de ne pas faire d'erreur parce que peut-être que tu regretterais de ne pas avoir connu. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Annie, au fond, aujourd'hui? Moi, j'attends. Écoutez. Moi, j'attends d'être heureuse. Est-ce que vous l'êtes actuellement avec cet homme? Je le suis, oui, mais je vais vous dire franchement, on a parlé de se paxer. Donc moi, j'aimerais prendre une vie commune avec. Qui en a parlé? Tous les deux. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas me remarier. Mais lui souhaitait le mariage? Oui et non. Ah, alors oui ou non? Non, pas vraiment. Mais alors pourquoi, finalement, pourquoi chercher à tout prix à se paxer ou se marier? C'est important pour vous? C'est parce que, je dis... Ça ne fait que 10 mois que vous vous connaissez. C'est quand même très peu. Oui. Ça fait même pas une année, je veux dire. C'est quand même... Mais enfin, il dit qu'on peut encore prendre le temps.
Bah oui, oui, mais il a raison. Oui, ça je le comprends. C'est quand même important de laisser au moins une année s'écouler. Alors vous me parlez là de vous paxer, mais finalement, qui est à l'initiative de ça? Parce que vous me dites je veux pas me remarier, mais alors ça veut dire que il vous a proposé le mariage? Au départ, si vous préférez, il avait dit comme maintenant tu es divorcée, moi ça me dérange pas de m'engager de me marier. Mais pourquoi il voudrait se marier lui? Parce qu'il dit qu'il m'aime et puis que il veut, même si on peut pas fonder une famille ensemble, on aurait voulu adopter un enfant. Oui, non, alors là je suis plus sceptique, hein, honnêtement. Oui. Je vois pas tellement là ce qu'il cherche. Pourquoi adopter un enfant alors que lui, je comprends pas très bien là. Je sais pas s'il vous raconte pas un trac. Que je partirai sûrement avant lui. Alors il me dit je veux pas t'entendre dire ça. Alors je dis non, mais attendez, là on va sortir de ce que, bien sûr, lui il va vous dire peut-être ce que vous avez envie d'entendre, mais là Annie, il faut peut-être garder les pieds sur terre. On va essayer d'être clair, c'est-à-dire que là ce qui me fait un petit peu maintenant, vous me dites on va certainement se paxer parce que vous avez peur du fait de vos relations précédentes, vous ne voulez pas vous remarier. Donc c'est qu'à un moment, et vous maintenant vous me le dites avec honnêteté, c'est que c'est lui qui parlait mariage, et même il parlait mariage et non seulement mariage mais adoption d'un enfant. C'est moi qui lui a dit que comme je ne peux plus avoir d'enfant, si tu veux, on peut adopter un petit. Il y a des. Non, mais vous allez trop loin, je pense. C'est-à-dire qu'à mon avis, lui, je sais pas. Peut-être qu'il est tout à fait sincère avec vous, mais il faut quand même. On te dégarde. Oui, être prudente. Parce que peut-être quel intérêt il peut avoir à se marier. Sur le plan où est-ce qu'il en est, ça va trop vite. Quelle est sa situation administrative là en France? Alors il est en situation régulière. Il n'y a pas de souci. Non, mais ça, j'imagine qu'il est en situation régulière puisqu'il travaille en France. Mais dans quel cadre? Depuis combien de temps? Vous m'avez dit depuis 10 ans. Ça fait à peu près 10 ans qu'il est arrivé. Il reste pas en France, il reste sur la Belgique. Moi, je suis sur la France, mais lui, il reste en Belgique. Oui, mais il est en Belgique. Il est en Belgique, Annie. Il n'est pas en France. Oui. Donc, en se mariant en France, avec vous, il pourrait avoir la nationalité française. Ça change quand même tout. Ou on se paxant avec vous? Oui. Je sais pas, parce qu'il veut se marier, mais il aimerait mieux qu'on reste sur la Belgique. Mais moi, je veux pas prendre la nationalité belge. D'accord. Moi, j'ai le droit de rester avec ma nationalité française. J'ai le droit de garder ma nationalité française. Même, mais je vous dis, le mariage, ça sera non. De toute façon, s'il y a quelque chose qui se fait, ça sera je me paxerai, c'est tout. Mais pas maintenant. Il vous demandait de venir en Belgique? Il aimerait mieux que il aimerait mieux que moi je parte sur la Belgique. D'accord. Mais ça me fait peur aussi pour mes droits, si vous préférez. Parce que moi, je suis quand même en activité. Vous travaillez? Oui, je suis auxiliaire de vie. Ah oui, c'est compliqué, de tout lâcher pour vous retrouver. Même pour mes retraites, tout moi, ça. écoutez, je reçois des messages. Il y a Prune qui dit tout va trop vite, prudence. Il y a quelqu'un qui dit attention, il faut pas être peut-être trop naïve. Donc peut-être que qu'il est tout à fait sincère, mais ça va un peu vite. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un peu contradictoire. À la fois, il vous dit prenons tout notre temps, ce en quoi vous dites oh là là, ça me fait peur parce que on n'a pas tout notre temps étant donné la différence d'âge. Après tout, attendez, vous n'êtes quand même pas
âgée, Annie. Hein. Vous avez quand même bien, du temps de vivre une histoire d'amour. Bon, il n'y a pas urgence. Il vaut mieux prendre son temps. Vous dites que vous vous sentez encore fragile, plutôt que de foncer tête baissée et d'aller dans un mur qui vous rendra, qui vous rendrait encore plus malheureuse. Oui, Donc, il vaut mieux un peu prendre son temps. Bon, alors si vous ne voulez plus le revivre, alors il s'agit pas. En même temps, Annie, parfois, quand on prend le risque d'une histoire d'amour, on prend le risque de souffrir à nouveau. Il faut le savoir. Maintenant, il s'agit pas non plus de se mettre dans des situations trop rocambolesques. Donc, après tout, cet homme, ça ne fait que 10 mois que vous vous connaissez. Donc, je dirais que, vous savez, avant un an, même, bon, un peu plus, il faut quand même prendre le temps. Vous avez quand même le temps avant de vous paxer, de vous marier. Puis alors vous allez quand même très loin adopter un enfant. Surtout que cet homme, il vous parle pas de ce projet. C'est vous qui projetez ce désir. Comme il est jeune, vous pensez que pour lui, avoir un enfant, c'est indispensable. Mais il y a des hommes qui n'ont pas un désir de paternité. Ben oui, mais comme je vois comment il réagit quand il voit les petits, moi je lui ai proposé ça, si vous préférez. Parce que étant donné que je savais mais il que peut moi, aimer beaucoup les enfants. Vous savez, il y a aussi des femmes qui n'ont pas, qui ne souhaitent pas être mères, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas les enfants, Annie. Hein? Oui, ben c'est vrai qu'on s'est rejeté beaucoup sur son filleul, parce que bon, il est tout petit, et puis bon, ben c'est vrai qu'on aime bien l'avoir à deux, et puis que on en profite beaucoup. Les parents comprennent que moi je ne saurais plus en avoir, mais le petit il est très attaché à moi, si vous préférez. Donc quand on peut en profiter à deux, on en profite. Donc de ce côté-là, bon, c'est vrai que je vois que bon, on est content. On est content d'avoir le petit parce qu'il a 2 ans. Donc c'est vrai que pour nous, c'est comme si que on était ensemble et puis que oui, l'enfant... mais pour vous, Annie, vous vous projetez complètement dans, c'est-à-dire qu'au fond, vous fixez sur cette différence d'âge et vous voudriez qu'elle soit abolie, qu'elle n'existe pas, et que, vous voyez, quand vous dites avec cet enfant, c'est comme si c'était un peu comme si c'était le vôtre et que vous étiez un couple avec un enfant, et d'où votre projet d'adoption. Bon, c'est là où il faut aussi accepter les choses telles qu'elles sont. Oui, vous êtes aimé d'un homme qui est plus jeune que vous. Bon, et alors ? Oui, vous ne pouvez pas lui donner d'enfant. Peut-être que vous allez vous vivre ensemble, vous paxer, et peut-être que vous ferez un projet d'adoption. Bon, un projet d'adoption, c'est long, d'ailleurs, ça prend du temps. Oui, je me doute. Il faut que ça soit vraiment un projet à deux. Pourquoi pas ? Mais donnez-vous du temps là aussi. Alors, c'est vrai vous que êtes en plein. À la fois, vous avez peur, et à la fois, vous êtes dans plein de projections. Moi, je reviens toujours sur cette question que je ne pourrais pas lui en donner. Alors, et alors c'est pas un souci. Il me dit mais oui, mais c'est vous qui fixez là-dessus, là, Annie. Vous êtes fixé là-dessus, alors que vous avez l'impression, vous confondez tout, c'est-à-dire le couple et la naissance d'une famille, comme si cet homme allait rester parce que vous allez lui faire un enfant. Vous savez, parfois, c'est pas le fait de faire un enfant qui va retenir un homme auprès de vous, hein. Si vous pensez ça n'empêche pas. Parfois, c'est même l'enfant qui fait exploser le couple, malheureusement. Oui, je me doute. Donc, c'est pas que. C'est parce que c'est toujours cette différence, donc je me dis. Oui, mais ça, tant que vous. Il se fatiguera de moi à cause de ça. C'est possible, mais il peut se fatiguer pour bien d'autres choses, comme vous pouvez vous fatiguer de lui aussi, Annie. Ah, d'accord. Ça peut aussi venir de vous. Ça peut aussi, vous voyez, c'est peut-être vous qui vous lasserez de lui, ou peut-être pas. Ouais. Donc, il faut pas que vous abordiez non plus les choses avec trop de... Si vous abordez comme ça, pleine de peur, ça n'ira pas. Mais laissez-vous du temps, puisqu'il vous le dit lui-même. Comme dit Brigitte, prenez votre temps et laissez faire les choses, donnez-vous. Plus vous allez anticiper, créer des plans sur la comète, plus vous allez vous faire peur. Oui, parce qu'il me dit toujours... On dirait que tu n'as pas confiance. Je dis, si, j'ai confiance. Je sais qu'il n'y a personne d'autre dans sa vie. Mais c'est vrai qu'avec le tour que j'ai eu, on est méfiant après. Vous êtes méfiante, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes méfiante et puis en même temps, vous avez à la fois le pied sur le frein et sur l'accélérateur. Donc, ça, vous voyez, ça va pas. Hein ? Donc, il faut laisser faire.
Laisser faire, c'est-à-dire que il faut laisser grandir un peu votre relation. D'accord. Et laisser, à partir du moment... Anticiper. Pas anticiper, c'est-à-dire que ça fait 10 mois que vous êtes avec cet homme, apparemment il se montre attentionné, gentil avec vous, vous verrez bien comment les choses évoluent. Mais c'est vrai que être tout de suite dans... on a l'impression que vous voulez hâter le mouvement pour comme ça allait annuler la différence d'âge et faire en sorte que vraiment votre relation va s'inscrire dans le temps. Pas forcément, parce que vous savez, même on peut se dépaxer, un mariage on peut divorcer... donc, si on va par là, rien n'est jamais sûr, Annie. Donc, ce qui est plus sûr, c'est de construire un lien. Donc, je crois, apaisez-vous. Mais quand je peux, je vais passer 2-3 jours, même 5 jours là-bas, ça le dérange pas. Hein. Mais c'est encore heureux. Avec le métier que j'ai, je peux pas toujours me permettre parce que ça m'arrive de travailler 2-3 week-ends en ce moment. Hein. Bon, je crois qu'il faut un peu vous donner du temps. Ce qu'il vous dit d'ailleurs. D'accord, oui, c'est ce qu'il me dit. Merci de votre appel en tout cas. Oui, vous avez mais bien sûr que vous avez du temps. Oui. Oui, vous avez du temps, oui. D'accord. Oui, bien sûr. Mais je comprends aussi, c'est vrai que la différence d'âge est toujours un peu compliquée, surtout du point de vue des femmes. Hein. Ça tend à changer, mais c'est un peu compliqué. Les hommes se posent moins de questions quand, vous voyez, ça serait l'inverse. Un homme de 50 avec une femme de 30, il se poserait moins de questions, Annie. Donc après tout, bon. Oui. Allez, bonne chance à vous. Avec plaisir. Merci. Au revoir, Annie. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message de Cassandre au 7 21 21, code nuit pour Annie, qui dit il faut doser instant présent et projet possible. Et attention, en amour, la peur provoque la peur. Également Cathy qui dit trop de questionnements, pas assez d'élan, risque de créer des problèmes à l'horizon. Et puis First Lisa qui me dit j'adore cette chanson de Train, mais Fifi ne vous loupe pas pour l'anglais. Ah non, mais je vais lui dire un jour de venir me désannoncer les titres en anglais, vous verrez. Il fera moins le malin. On va lui faire une coupe Beatles, là, il va moins rigoler dans quelques temps. Un petit message de First Lisa d'ailleurs, elle, en même temps, vous faites très fort, hein. Un petit SMS, un petit courriel de vous qui dit Annie ne doit pas se précipiter, qu'elle prenne son temps. Et le trublion, un petit courriel. Vous avez été nombreux, je sais, à écrire le jour de son anniversaire, à envoyer des SMS, des mails en disant j'espère qu'il ne s'est pas senti seul, mais heureusement Sophie, d'ailleurs j'ai eu un message pour Sophie Peters j'ai quelqu'un qui dit une pensée pour la superbe Sophie. Merci pour elle. Sophie en a parlé à l'antenne, lui a souhaité un bon anniversaire, même si c'était un petit peu plus tard, parce que le Trubillon je crois que c'est le 22 juillet, et Sophie, j'ai bonne mémoire, et Sophie a pris l'antenne le 1er août. Alors il dit j'ai manqué le début de l'émission, Moumoun m'a griffé du coup. Heureusement, j'ai les podcasts pour rattraper le coup. Allez, on va accueillir tout de suite, je crois, Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je réagissais tout simplement. Je me rappelle plus du prénom de la personne qui était cuisinier dans un restaurant. Oui. Son prénom. François, voilà. Donc, j'écoute régulièrement, grâce au foot d'ailleurs, votre émission tous les soirs. Grâce au foot ? Oui, grâce au foot. Vous êtes un footeux ? Non, pas du tout. Mais bon, j'écoute le foot et puis après, il y a... Voilà, vous restez avec nous sur l'antenne. Derrière, il y avait Sophie Peters aussi, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de réagir à chaud parce que il faut attendre. Ça fait un petit moment que j'attends d'ailleurs pour ça. Merci beaucoup, de votre patience. La patience, c'est ça. Je travaille encore, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais pouvoir reprendre mon travail après. Mais vous êtes encore dans votre restaurant ?
Remarquez, minuit 40, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Non, je suis en train de faire des crêpes, oui. Vous tenez une crêperie ? Non, pas du tout. Je fais des crêpes pour agrémenter les problèmes de la restauration. Je fais des crêpes que je livre dans une boulangerie après le matin, quoi. Voilà. Ah oui, en plus. En plus, oui, il faut bien travailler un petit peu plus. C'est ce qu'on nous a tous dit. Il fallait travailler un peu plus. Oui. Mais bon, non, c'est pas un petit peu pour revenir sur ce problème-là. Ça fait quand même... je suis dans les Côtes d'Armor. Ça fait... Bien belle région, oui. Oui, très bien. Même pour dire la ville, Perrovirac. Oui. Donc, ça fait, on va dire, 30 ans que je fais ce métier-là aussi. Je suis patron, c'est vrai. Et donc, j'avais un hôtel-restaurant avant. J'ai maintenant juste... je l'ai vendu il y a 5 ans. Maintenant, j'ai un restaurant ouvrier uniquement. Et puis, je réalisais parce que ça me faisait un petit peu chaud au cœur. C'est-à-dire que la personne qui disait, bon, automatiquement, j'ai des problèmes en cuisine. C'est une brigade, c'est sûr, une brigade. Donc, soit on est chef, soit on est sous-chef. Et le souci est tout simple pour cette personne-là. C'est-à-dire qu'automatiquement, les patrons, aujourd'hui, tels que je l'entendais à la radio, se disent automatiquement, il faut qu'on s'en débarrasse. Et ça, c'est un petit peu la logique dans un sens, c'est-à-dire que une personne qui démissionne coûtera nettement moins cher qu'un licenciement. Donc automatiquement, tant que la personne fait son travail correctement, il n'y aura pas de souci, quoi. Donc je veux expliquer par ce principe-là, c'est-à-dire que cette personne-là a tout intérêt à bien faire son travail, ne pas avoir de remontrance, c'est-à-dire que bon, c'est sûr, bon, faut les préparations, faut faire la mise en place, faut faire un tas de choses, etc. Et moi, je sais ce que c'est, puisque bon, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier-là. Mais pourquoi ils ont tout intérêt, pardonnez-moi de vous interrompre, parce qu'ils démissionnent? Je croyais que la TVA à 5%... Oui, non, mais avait... nettement moins cher. Ah ben ça c'est sûr, mais ça c'est valable partout. Mais évidemment qu'un licenciement, mais je croyais que la TVA à 5% avait permis d'embaucher, justement. Non, je pense... c'est une... on va dire une chose, que la TVA 5,5 aujourd'hui a un petit peu sauvé beaucoup de restaurateurs. Hein. Oui. Je vous le dis honnêtement, c'est un sauvetage des restaurateurs, quoi. Oui. On a maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, bon, vous êtes obligé de reverser aussi des primes, etc. Au bout d'un an, l'État a bien compris que bon, on va pas tout donner aux restaurateurs, donc il faut bien reverser des primes à des gens qui sont même saisonniers ou qui sont annuels, etc. Donc automatiquement, c'est un petit peu un sauvetage, parce qu'automatiquement, si vous payez quelque chose à 5,5 et que en fin de compte après vous versez 19,6, vous êtes producteur de TVA et l'État encaisse, et ils sont bien contents en fin de compte d'encaisser de l'argent, quoi. Donc en fin de compte, quand vous payez un produit à 5,5 et vous reversez que 5,5 de TVA, on fait l'équilibre. Hein. Avant, on était producteur de TVA, c'est-à-dire qu'on donnait de l'argent à l'État, il n'y a pas de souci, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le problème que j'entendais réagir à chaud, c'est qu'en fin de compte, cette personne-là convenait au début, et puis en fin de compte, tout d'un coup, on lui a mis quelqu'un qui a peut-être mis la pression dessus, etc. Parce que on essaye toujours, dans notre métier, si quelqu'un ne convient plus au patron. Hein, oui, mais ça nuit. Non, mais ça nuit à la. Vous pensez donc que ça serait quelque chose de volontaire de la part du patron d'avoir mis comme ça Ah oui, c'est d'après ce que j'entends, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai. D'avoir mis deux personnes qui y aurait de la pour essayer en fin de compte, bon, c'est sûr, de pousser l'un à la démission. Bah oui, puisque ça serait intentionnel. Donc ça ne servirait à rien, selon vous, que François en parle au patron. Puisque non. selon vous, il y a une intention derrière. Enfin, c'est intentionnel. Il ne fait rien, en tout cas, pour que ça s'arrange entre ces deux-là. Non, pour moi, c'est tellement plus simple d'essayer de faire démissionner une personne, oui. Parce que automatiquement, ça coûte nettement moins cher. Aujourd'hui, vous prenez une personne, vous licenciez. Oui. Ça va vous coûter une fortune. Vous allez payer les licenciements, etc. Et puis vous allez payer après les indemnités de... Je connais ça parce que... Donc c'est quelque chose qui se fait.
Ah oui, c'est quelque chose. Oui, mais alors ça désorganise pas la bonne, la bonne marche, parce que quand ça se passe aussi mal comme ça en cuisine, alors ça peut être. Est-ce que ça se fait aussi au niveau du service? Parce que là, ça se fait. Partout. Honnêtement, moi je suis patron. Hein. Oui, j'ai entendu. Ça fait j'ai 55 ans, donc je sais un petit peu ce que je dis aujourd'hui. Oui. Une personne qui vous convient plus dans une entreprise, oui. que ça soit dans la nôtre en restauration ou ailleurs, on préfère que la personne parte d'elle-même. Ça coûte nettement moins cher. Oui, mais est-ce que ça n'a pas d'une incidence pendant un certain temps sur la bonne marche de l'entreprise? Ah si, d'avoir autant. Mais vous trouvez plus facilement quelqu'un remplacé que d'essayer d'avoir une personne qui fait très bien son travail. Le jour où elle part, vous vous rendez compte ce jour-là qu'elle vous manque. Ça c'est important à savoir dans ce métier-là. Je peux vous le dire, je le sais. J'ai plus de 30 ans de métier dans ce métier-là. Et que ça soit dans n'importe quel restaurant, bon, à mon avis là, c'était dans une chaîne de restaurants, parce que c'est pas possible qu'on agisse comme ça, quoi. Mais bon, je veux dire aujourd'hui. Mais c'est pas réjouissant, hein. Oh non, c'est pas très réjouissant. Quand j'entends ça, j'étais affolé, j'ai appelé tout de suite. Bon, parce que réagir à chaud, c'est fantastique, quoi. Bon, surtout dans cette émission. Mais dire aux gens, non. Faites bien votre travail, etc. On ne pourra jamais rien vous reprocher, etc. J'ai entendu aussi... Et si la personne s'accroche, parce que ça peut être le cas, c'est très bien, parce qu'en fin de compte... Oui, après tout. Il faut qu'elle s'accroche, et qu'elle fasse bien son travail, qu'elle fasse son boulot, etc. Oui. Et puis après, bon, tout va bien, quoi. Mais quand j'entends la médecine... Comme on dit, celui qui sent morveux se mouche. Après tout, c'est celui qui tyrannise ou qui est mis, parce que c'est aussi un rôle ingrat, qui part. C'est comme ça, vous savez, dans une brigade de cuisine, c'est pas toujours évident. Non, je sais, c'est très dur. Il faut fermer, il n'a pas osé dire, il faut fermer sa gueule, etc. Mais à partir du moment où la personne est bien en place, fait bien son travail, etc., on ne pouvait jamais rien faire contre lui. Oui, qu'elle ne se mette pas en faute. Voilà, qu'elle se mette pas en faute. On ferait tout pour, effectivement, la mettre en faute. Et là, un petit peu, ce que j'entendais, c'est, en fin de compte, on essaye de la mettre en faute. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est un grand classique, hein. C'est pas que dans la restauration. Non. On fait tout pour que la personne soit... Oui, ça c'est c'est malheureux. C'est un grand... Il n'y a pas ça encore. J'espère pas pour vous, quoi. Sans commentaire. Pas chez Europe 1, en tout cas. C'est une grande et belle maison. Ouais, bon, non, mais c'est bien parce que... Bon, non, mais c'est vrai. Moi, je suis bien ici. Bon, mais bon, les médias, vous savez, c'est compliqué. Mais en radio, on est plus protégé qu'en télé. Bon, honnêtement, hein, quand même. Hein, c'est pas la jungle de la télé. Au moins pour vous, c'est bien. Mais dans la restauration, c'est très très dur. Hein, ça fait 30 ans que ce métier-là. J'ai formé des apprentis, j'ai formé des gens, etc. Il y a des gens qui s'en sortent très bien dans la restauration. Mais par exemple, quand j'entendais, oui, ceci, cela, faut fermer ta gueule, machin. Non, c'est un métier où on fait son métier, on fait bien son boulot, et c'est après le jour où la personne part qu'on s'en rend compte que cette personne-là était vachement plus valable que celui qu'on a pris après. Écoutez. Et ça, c'est très très important. Et pourtant, je suis patron. Hein. Alors justement, pour avant qu'on se quitte, Michel, vous êtes patron. Allez, on va vous faire un peu de pub. Comment s'appelle votre resto? Je sais pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui est. Si, au contraire, il vaut mieux qu'il y ait du monde. Attendez, vous êtes. J'ai un restaurant ouvrier à Perros-Guirec qui s'appelle le Quérup. Le Quérup. Ouais, ça veut dire quoi? Le Quérup, c'est un petit peu triste. C'est en breton, ça veut dire l'endroit allongé. C'est un petit peu cimetière. Je suis désolé de vous dire. Pourquoi avoir appelé votre restaurant comme ça? Non, je l'ai pas appelé comme ça. Je l'ai repris parce que j'avais un hôtel-restaurant avant. Ah ouais, d'accord. J'avais un hôtel-restaurant. On sort les pieds devant alors de chez vous? Non, jamais. Non. J'espère. Pour vous dire, en plus, je suis poissonnier aussi à Perros-Guirec. En plus, j'ai été hôtelier et restaurateur aussi à Perros-Guirec. Mais quelle idée d'avoir donné un nom pareil à un restaurant. Je sais pas, je l'ai repris parce que... Non, en même temps, on s'en souvient. Oui, mais je veux dire, c'est un métier très très dur. Oui, Arrivé à un certain stade, on n'a plus envie, mais bon...
Donc c'est un restaurant ouvrier. À combien le menu là? C'est 11 €, on va C'est pas bien. plus loin, c'est tout compris, etc. Mais je veux dire, dans ce métier-là, il faut bien s'accrocher. Oui. Quand on aime ce métier-là, je fais du traiteur aussi, mais je veux dire, on aime ce métier-là, on le fait jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis aux gens souvent, dans ce métier-là, c'est vrai, il faut s'accrocher. Moi, j'ai des gens, s'accrocher, pas ça, s'accrocher entre soi en tout cas. Oui, mais il y a des cuisiniers, il y en a des cuisiniers qui envahissent. Mais on sait, parfois on regrette d'avoir quitté un cuisinier parce que automatiquement, ils sont très bien, etc. C'est pour ça que je voulais lui dire, je sais plus le prénom encore. François. Voilà, je voulais lui dire, faut s'accrocher, bien faire son travail, on peut rien leur reprocher. Et dans ces cas-là, automatiquement, après... Il vous a entendu, je pense. J'espère qu'il m'entend parce que mais pour d'autres cuisiniers, c'est très important. C'est de s'accrocher et faire bien le travail. Merci beaucoup, Michel, de ces conseils. Donc, on peut vous retrouver au Kérop, c'est ça, à Perros-Guirec. Merci beaucoup, Michel. Et bon courage pour les crêpes. Bonne soirée et moi aussi, à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, moi j'ai un problème vraiment qui me torture un peu depuis quelques années. J'ai perdu mon mari il y a 3 ans. Oui. Il était fils unique et sa maman qui a 95 ans est toujours parmi nous. Oui. Mon problème, c'est que quand j'habite assez près de chez elle, quand je vais la voir, je me sens un peu agressive, si vous voulez. Et quand je ne vais pas la voir, je me culpabilise. Oui. Qu'est-ce qui vous rend agressif quand vous allez la voir? Je trouve que c'est injuste ce qui arrive. Oui. C'est-à-dire que son fils soit décédé avant elle? C'est un peu triste de dire ça parce que je ne voudrais pas qu'elle décède. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Non. Mais je dis, c'est injuste quand même qu'il soit parti, il avait 64 ans. Oui, il était jeune. Et si vous voulez, c'est son fils unique, donc moi, elle n'a que moi, si vous voulez, vraiment, je me culpabilise parce que je ne sais plus que faire. Écoutez, en même temps... Je suis antidépresseur encore en ce moment. Oui. Mon médecin me dit, prenez un calmant avant d'aller la voir. Je ne pensais pas une solution non plus. Parce qu'elle est très gentille avec moi. C'est ça qui me rend encore plus... Je me culpabilise parce qu'elle est très gentille avec moi. Elle ne peut pas imaginer, que ça vous met dans cet état-là. Non, je pense pas qu'elle imagine ça, non. Mais peut-être vous en vouloir moins d'éprouver comme ça de l'agressivité, parce que après tout, c'est vrai que normalement, dans le cours des choses, ce sont les gens très âgés qui meurent en premier. Il y a un ordre dans les générations. Et c'est vrai que ce sont les parents. Oui, il y en a pas, quoi. Normalement, c'est vrai, dans le cours des choses, les parents, ce sont les enfants enterrent leurs parents. Et pas l'inverse, en principe. Hein? Mais je ne peux pas lui en vouloir d'être présente parmi nous maintenant. Bien sûr. Non, mais c'est pas ça. Mais vous êtes finalement dans la douleur, dans le chagrin de ne plus avoir votre mari présent auprès de vous, et en même temps avec cette responsabilité. Absolument. C'est une responsabilité de devoir être présente pour cette dame, donc votre belle-mère, qui vous ramène tout le temps donc à votre mari, puisqu'il était fils unique. Donc ça repose sur vous. Voilà, absolument. Uniquement sur vous. Donc c'est lourd parce que vous êtes vous ne pouvez pas partager cela avec si elle avait eu d'autres enfants. Absolument, je ne peux pas faire de partage. Tout à fait. J'ai beaucoup de difficultés à en parler parce que ça nous rend tristes toutes les deux. Donc je suis obligée de supporter tout ça.
Voilà, donc vous êtes partagé entre, vous êtes dans cette ambivalence, c'est-à-dire à la fois, évidemment, vous êtes encore dans une immense peine, dans un immense chagrin d'avoir perdu votre mari, et puis en même temps la culpabilité d'en vouloir à sa mère, vous vous en voulez, alors que tout ça est c'est normal d'être dans des sentiments partagés. C'est lourd aussi, c'est lourd parce que vous êtes dans votre chagrin. C'est très lourd à porter, c'est pour ça que je me suis permise de vous appeler. Je crois qu'il faudrait l'accepter, Brigitte, accepter que oui, vous pouvez éprouver des sentiments par moments partagés pour votre belle-mère. Et ça ne veut pas dire que vous avez bien évidemment des souhaits de mort pour elle, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais je comprends. Oui, mais vous me l'avez dit. Donc c'est comme si ça montre bien votre culpabilité. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Vous ne souhaitez pas sa mort, mais ça veut dire que vous trouvez pas ça juste. Voilà, par moment, vous ne trouvez pas ça juste. Parce que dans l'ordre des générations, c'est vrai que ce n'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants. Vous avez raison. Mais malheureusement, il arrive que ce soit le cas. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je trouve que c'est injuste. C'est ce que je me dis toujours, c'est injuste. Bon, et oui, mais parfois cela arrive. Non, c'est la faute de personne. D'accepter, mais j'avoue que je ne sais pas que faire. Je peux quand même pas prendre un calmant chaque fois que je vais la voir. Non, je pense que c'est pas une solution. Brigitte envoie un petit message en disant vous pouvez peut-être un peu espacer vos visites. Mais elle habite une rue à côté de chez moi. Oui, mais même en habitant une rue à côté, vous pouvez peut-être un peu espacer vos visites plutôt que de vous rendre malade comme ça. Et puis peut-être parler un peu même si ça vous rend un peu triste, peut-être parler de lui au fond. Ça peut aussi, c'est ce qui vous réunit finalement. C'est pour ça que vous allez vous voir. C'est le lien. Peut-être qu'au fond, vous pouvez en parler. On a des difficultés toutes les deux à en parler. Puisqu'elle aussi est dans une douleur. Vous, c'est votre mari, elle, c'est son fils. Donc peut-être, je comprends cette difficulté, mais c'est aussi le lien. Donc peut-être qu'au fond, parler de lui, que vous avez aimé, évidemment différemment l'une et l'autre, eh bien ça rendrait ces rendez-vous, ces rencontres différentes. Oui, mais son problème, c'est que quand même, comme elle est âgée, elle se recentre un peu sur elle-même maintenant. Oui, bon, finalement, oui. Bon, et oui, comme souvent, ça les coupe un peu d'ailleurs de la douleur, contrairement à vous. Oui, surtout qu'elle vient d'être hospitalisée. Espacez peut-être un petit peu les visites, ou faites-les plus courtes. Oui. Un petit peu plus courtes. Pas encore plus. Non, je crois pas. Et accepter par moment d'avoir un peu des poussées comme ça d'agressivité, en disant que c'est dans l'ordre des choses. Oui. Bon courage, Brigitte. Merci beaucoup, merci de vos conseils. Au revoir. Et moi, j'étais très heureuse de ces premières nuits passées avec vous. Il y en aura bien d'autres. Je vous embrasse fort, je vous souhaite de très jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1.